antennes régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Comment ça va, Yves? Comment ça va? Ça va. Et avec nous pour ce Club Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et on accueille Françoise Degois. On est ravis. Bonjour Françoise Degois. Aussi. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous, éditorialiste politique. On va parler de Bruno Le Maire qui annonce 10 milliards d'économies dans l'immédiat, mais des économies qui ne toucheront pas directement les Français. C'est-il empressé de préciser? On va en parler. Puis on parlera d'Emmanuel Macron qui donne ce matin une grande interview au journal communiste L'Humanité. C'est une première pour un président en exercice. Faut-il y voir une main tendue à la gauche? Vous me direz ce que vous en pensez. C'est tout de suite dans le club. Et on va commencer par Bruno Le Maire, qui était donc l'invité hier soir du 20h de TF1 pour annoncer une croissance en baisse et des économies. On l'écoute. Les Français n'en peuvent plus des impôts, nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins, donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Je veux vraiment préciser ce point pour nos compatriotes. Ce n'est pas la sécurité sociale qu'on va toucher, ce n'est pas les collectivités locales qu'on va toucher. C'est l'État qui va faire un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économie. Françoise Degois, on a entendu Bruno Le Maire. C'est un peu monsieur mauvaise nouvelle, Bruno Le Maire. En même temps, tourner viré, tourner manège, je ne sais pas quel était le bon moment pour annoncer la vérité. C'est-à-dire qu'on s'est accroché à des illusions. La France, vous verrez le même. Bruno Le Maire, vous verrez la France. On va faire un cadre de croissance, etc. Boum, badaboum. On a bien compris que ça ne fonctionnait pas. Il faut trouver l'argent. Non, ce qui est très inquiétant, c'est quand il nous vend des chimères, Bruno Le Maire, quand il dit on ne touchera pas directement les Français. À partir du moment où vous demandez à vos ministères les plus importants 5 milliards d'euros d'économies, vous demandez forcément des économies sur l'éducation nationale, vous demandez forcément des économies sur l'ensemble des services publics. Donc, par ruissellement, cette espèce de fantasme que la droite et la Macronie adorent, par ruissellement, de toute façon, nous serons touchés. Et puis, évidemment, hors de question d'augmenter les impôts des plus riches. Je vois que Yves Tréhard rigole de bon matin, mais je comprends bien qu'on n'augmente pas les impôts. Je le comprends très très bien, mais il y a quand même une catégorie dont on pourrait augmenter les impôts. On aurait pu taxer les bénéfices financiers, on aurait pu faire plein de choses. Ils ne le font pas, ils font le choix de l'austérité. Moi, je suis extrêmement inquiète, je pense que ça va vraiment toucher. Et vous vous rendez compte comment ça rentre en contradiction avec le discours de Gabriel Attal? Les classes moyennes, c'est les nouveaux dieux de la France, et les classes moyennes. Regardez les classes moyennes, comment elles vont finir avec ce plan. Le discours de Bruno Le Maire, c'est un discours que j'ai envie de dire qu'on l'entend depuis pas mal de temps en France, qui n'arrive pas à faire d'économie. Je vous rappelle qu'on n'a pas fait un budget à l'équilibre depuis 1974, donc on est quand même un sacré panier percé. Non, ce qui est inquiétant dans le discours de Bruno Le Maire et dans les faits, c'est que cette crise qu'on attendait depuis pas mal de temps maintenant et qui finalement n'arrivait pas, puisque il y avait une augmentation des taux d'intérêt, mais le chômage n'était pas reparti vraiment. Cette crise, elle intervient à une période où on est en pleine crise de transition, dans tous les domaines. Regardez l'agriculture, regardez le logement, regardez l'industrie, dans tous les secteurs, on est en pleine période de transition. On passe d'un monde à l'autre. Et que pour faire cette transition, c'est plus facile quand vous êtes en période de croissance. Or là, si la croissance se ralentit, c'est assez inquiétant. En plus, cette croissance, elle ralentit pourquoi? Parce qu'il y a un désordre mondial. Là-dessus, on ne peut pas... Alors, effectivement, on peut discuter, il y a peut-être des choix politiques et économiques. Non, mais on ne peut pas critiquer le gouvernement sur le désordre, le chaos mondial. Mais le chaos mondial, il existe quand même aujourd'hui. On est dans un désordre complet. Oui. Et l'argument de dire l'Ukraine, la Chine s'est jamais remise vraiment du Covid. Tout ça, ça a complètement désorganisé l'économie mondiale et on en paye aujourd'hui, évidemment, les pots cassés. Je suis d'accord avec ce que dit Yves sur le contexte complètement anxiogène et chaotique. Et puis attention, le pire est certainement, le meilleur est à venir en novembre avec les élections aux États-Unis. Je veux dire, évidemment, comprenez l'ironie. Là, on va avoir un véritable choc. Je vois pas qui peut arrêter Trump. J'espère qu'il sera arrêté. C'est ma conviction. Mais en tout cas, le choc, il sera terrible, économique et politique. Mais le point très dur pour le gouvernement, c'est ce point de février
élections européennes en ligne de mire, 11 points de retard en moyenne sur la liste Bardella. Comment voulez-vous, quand on sait que le pouvoir d'achat et la vie chère restent la principale préoccupation des Français, comment voulez-vous que le gouvernement trouve un levier pour rattraper le retard sur la liste Bardella ? Il y a effectivement beaucoup de contradictions que pose cette baisse de dépenses de 10 milliards d'euros, notamment, vous le disiez, sur le pouvoir d'achat, avec la promesse de Gabriel Attal de baisser de 2 milliards d'euros les impôts pour les classes moyennes. On parle également aussi d'une baisse de la prime à la transition, à la rénovation thermique de son logement. Ça va toucher des classes populaires, modestes, qui ont besoin qui ont besoin de rénover leur logement pour payer le chauffage moins cher. Il y a également une contradiction sur l'immigration, parce qu'on évoque une baisse de l'aide publique au développement, avec le chiffre d'1 milliard d'euros qui est évoqué. Mais sur ces sujets d'immigration, on parlait la semaine dernière de Mayotte, souvent on entend dire il faut aussi une politique de développement pour l'Afrique, pour résoudre sur le fond ces flux migratoires. Mais si on baisse notre aide au développement, de manière structurelle, là il y aura aussi une contradiction sur ce phénomène migratoire. Il y a des contradictions là-dedans, Yves ? Il y a plein de contradictions. C'est vrai que l'aide au développement, justement, c'est un des moyens de limiter l'immigration. Ça paraît très clair. Et quand Bruno Le Maire dit que ça n'aura aucun effet, aucun impact sur la vie des Français, non, c'est pas vrai, parce que de toute manière, qui est-ce qui paye à la fin ? C'est nous qui payons de toute manière, quoi qu'il arrive. Si vous avez une réduction de train de vie de l'État de 5 milliards d'euros, c'est qu'il y a des services qui vont pas être effectués comme ils le sont aujourd'hui. Donc il y aura nécessairement de la perte en ligne, et c'est pas anodin. Il y a une contradiction. Je suis d'accord avec le fait du ruissellement. Ça va forcément rejaillir sur nos vies. Vous savez, il y a toujours un lien entre le fait, par exemple, que vous attendez le RER, vous cannez pendant 10 minutes, 15 minutes, il est supprimé. La réalité des purges financières, elle se voit aussi dans la vie des services publics. Quand vous avez décidé qu'un service public doit être rentable, voilà ce qui arrive. C'est notre vie quotidienne. Moi, je suis absolument d'accord avec ce que dit Yves. Il y a aussi vraiment une contradiction, puisqu'on reprend vos termes de contradiction. 400 millions d'euros pour les agriculteurs, je comprends, transition. En même temps, le plan pesticides suspendu, je ne comprends plus, ou je comprends trop bien. 3 milliards d'euros pour l'Ukraine. Je mettrai aucun bémol sur l'aide à l'Ukraine, parce que c'est fondamental que Vladimir Poutine ne gagne pas cette guerre, même si c'est assez mal embarqué. Mais regardez, je me mets à la place des Français qui regardent Bruno Le Maire. Voilà, les agriculteurs, c'est normal, mouvement très aimé par l'opinion publique. L'Ukraine, les Français continuent de soutenir, à 62%, ils continuent de soutenir, mais 3 milliards. Donc, d'un côté... Est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit moins acceptée, cette aide à l'Ukraine, du coup ? C'est un peu ce que disait Raquel Garrido, que du coup, ça va créer des problèmes sur l'acceptabilité de l'aide à l'Ukraine. Je ne crois pas, moi. Je pense que les Français, ils savent séparer le bon grain de l'ivraie. Mais quand on parlait, tout à l'heure, vous parliez des contradictions, on a une politique de chéquier ouvert quasiment depuis tout le mois de janvier, avec les agriculteurs, 500 millions, 800 millions pour l'élevage, l'Ukraine, et on a Bruno Le Maire, monsieur le chevalier à la triste figure, c'est pas désagréable pour lui, mais c'est exactement ce qu'il a, 10 milliards d'austérité. C'est une cure d'austérité en réalité, on ne s'en rend pas compte. Ouais. C'est le début d'un tournant de la rigueur, Yves ? C'est que le début du tournant de la rigueur, oui, bien sûr, parce que il y a quand même une situation nationale et surtout internationale, qui a des conséquences nationales qui sont compliquées. En plus, on n'a pas parlé d'un pays qui s'appelle l'Allemagne, qui est notre voisin, qui est au point mort quand même. Hein. Et dès que le moteur européen ralentit, c'est toute l'Europe qui ralentit. Et ça, c'est un problème majeur aussi. Et justement, cette annonce de baisse de dépenses de 10 milliards d'euros de Bruno Le Maire, elle arrive à un moment où, au niveau européen, les acteurs de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un nouveau tournant de la rigueur, avec le retour de la règle des 3% de déficit, 3% de la richesse nationale, également le retour de la règle des 60% de dette, donc au niveau 60% de la richesse nationale. Et là, la nouvelle règle qui va entrer en vigueur pour les 27 des pays européens, c'est que si ces objectifs ne sont pas respectés, chaque pays devra chaque année respecter des objectifs de désendettement chiffrés, par exemple baisser sa dette de 1% chaque année, et la France est totalement concernée par ce coup de vis budgétaire au niveau européen. Et comme on ne respectera pas les règles parce qu'on ne les a jamais respectées, on va continuons Folleville. Alors hier, il a dit on tiendra l'objectif de 4,4 en 2024. Pardon d'être un peu
ennuyeux, mais le pacte de stabilité. On n'a jamais respecté ce pacte de stabilité qui consiste... Soyons clairs. Il y a les Allemands qui l'ont respecté. Oui, on l'allait dire. Oui, les pays du Nord. Jamais. Non, les pays du Nord. Oui, les Français jamais, quelle que soit la majorité d'ailleurs dans ce pays. Donc là, vous ne croyez pas au respect au moins des 4,4 en 2024 ? Ah, peut-être. Non, mais 4,4, c'est pas le sujet. Oui, c'est pas 3%. Mais bon, là, on est sur cette trajectoire. Oui, on est sur cette 3%, c'est à l'horizon 2027. Je pense que les messages, il faudrait vraiment faire attention à ce que les messages, je ne veux pas être donneuse de leçons avec la Commission européenne, mais il faut vraiment que les messages envoyés, vous savez, les 3%, ça nous a coûté très cher politiquement. Ouais. Ça nous a coûté des pays étranglés, la montée des populismes, la montée de l'extrême droite. Vous savez, les 3% et les purges européennes, on voit en Italie Salvini qui commence à s'envoler il y a quelques années après la purge de Mario Draghi, à l'époque où Mario Draghi est patron de la BCE. Ces 3%, ils nous pèsent physiquement, mais ils nous coûtent énormément politiquement. Imaginez que nous repartons sur les 3%. Dans le même temps, la France et les plus grands pays font échouer la directive sur les travailleurs ubérisés, qui aurait pu assurer un semblant de fin de précarité pour tous les gens qui viennent nous livrer nos pizzas et nos plats chauds le soir chez nous, dans toute l'Europe. Les messages qui sont envoyés sont absolument terribles. Vous avez Bardella qui est en train de performer au moins dans les sondages. En Italie, l'extrême droite monte en Espagne, l'AfD en Allemagne. Comment on réfléchisse politiquement les gens de la Commission européenne? Remettre le pacte de stabilité, dont Yves a raison de dire que tout le monde s'y situe. De toute façon, on sait très bien en quelles conditions il a été griffonné sur un bout de table par François Mitterrand. D'une certaine manière, c'est comme ça que ça s'est passé. Eh bien, ce 3% nous coûte très cher politiquement, nous coûte la détestation de l'Europe au niveau des peuples et un moteur et un carburant pour l'extrême droite absolument épouvantable au niveau européen. On parle du RN dans quelques instants, mais juste un mot, parce que hier, Bruno Le Maire a bien dit, pas d'augmentation d'impôts et on maintient les baisses d'impôts pour ceux qui travaillent. Est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'à un moment, il va falloir augmenter les impôts? Alors, il va falloir qu'il soit astucieux et habile, le gouvernement, parce que c'est vrai que ça... Alors, politiquement, je pense que Emmanuel Macron a tout intérêt à respecter sa parole, parce qu'il est arrivé au pouvoir en 2017 en disant « Avec moi, on n'augmentera pas les impôts ». Et rappelez-vous, il y aura aussi moins de normes. Bon, des normes, il y en a toujours plus. Et des impôts, là, pour le coup, il a plutôt tenu sa parole. Mais donc, c'est pour ça que hier, d'ailleurs... Vous savez, c'est pas anodin, l'arrivée hier sur TF1, hier soir, de Bruno Le Maire. Parce que Bruno Le Maire s'était un peu coupé dans les jours précédents en disant que peut-être il allait augmenter les impôts. Je pense qu'il s'est fait remonter les bretelles assez sérieusement à l'Élysée et que c'est pour ça qu'hier, il apparaît à l'écran pour nous dire que justement les impôts, eh bien, ils ne seront pas augmentés. Ouais. Je pense que là, il y avait une nécessité pour l'exécutif de remettre tout à plat. Ouais. Il s'est bien empressé de dire on n'augmente pas les impôts et on ne touchera pas aux collectivités. Il s'est empressé de le dire, mais bon, la réalité, c'est qu'à un moment donné, quand il faut trouver de l'argent, OK, on n'augmente pas les impôts. J'aurais tellement aimé qu'ils disent on augmente les impôts, on taxe les transactions financières, on taxe les dividendes. Mais bon, c'est pas la peine de rêver, hein. Allez, on va parler d'Emmanuel Macron qui donne ce matin une grande interview au journal L'Humanité. C'est la première fois pour un président en exercice, et ce à quelques heures de la panthéonisation du résistant communiste Missak Manouchian. Il s'exprime longuement avec une cible principale pour Emmanuel Macron, le Rassemblement national. Nicolas Fleury. Alors que le résistant Missak Manouchian entrera au Panthéon mercredi, Emmanuel Macron juge que le Rassemblement national ne devrait pas assister à la cérémonie. L'extrême droite devrait s'abstenir de venir, estime-t-il dans les colonnes de L'Humanité. Une interview dans laquelle il place le parti de Marine Le Pen hors de l'arc républicain. Je ne pose pas d'équivalence entre les deux extrêmes. Je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. Exclure l'extrême droite du jeu politique, un message ferme après l'épisode de la loi immigration, adoptée avec les voix des députés Rassemblement national. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national. Aujourd'hui, Emmanuel Macron l'assure, il ne compte pas sur les votes du RN. J'ai toujours considéré que les textes importants ne devraient pas passer grâce à leur voix. Marine Le Pen affirmait à la veille du vote que si la loi immigration prévoyait des régularisations, elle ne la voterait jamais. Elle a fait le coup du sombrero et tout le monde s'est fait avoir. Le président revient également sur la réforme des retraites qu'il juge nécessaire même s'il reconnaît la forte opposition au texte. Dans un paysage politique fracturé, il tient à faire perdurer le « en même temps ».
c'est la société qui a normalisé et banalisé l'extrême droite. Je sais la responsabilité qui est mienne pour essayer de porter le projet démocrate et républicain en prenant en compte la pluralité des opinions. Pour reconnaître cette pluralité, il compte aussi sur les symboles. L'entrée de Missak Manouchian, résistant communiste étranger au Panthéon, en fait partie. On avait Jordan Bardella il y a quelques jours qui disait que l'arc républicain pour lui c'était l'hémicycle, et ce matin on a Emmanuel Macron qui dit que le RN ne fait pas partie de l'arc républicain. Est-ce que tout ça est très lisible? Non, absolument pas. Je vous rappelle aussi que le président de la République avait repris et rappelé à l'ordre, d'une certaine façon, sa première ministre quand elle avait dit que il y avait un côté pétiniste, des relents pétinistes dans le discours de Madame Le Pen. Il avait dit que c'était pas avec ces arguments-là qu'on contrerait qu'il contrerait le Rassemblement national. Non, il y a beaucoup. Vous savez, il y a un côté très opportuniste dans le propos du président de la République ce matin. Il s'adresse dans l'humanité. Par définition, dans l'humanité, il ne va pas tenir les mêmes propos, semble-t-il, que dans un autre journal. Donc il y a beaucoup d'opportunisme, on ne sait pas trop où est la ligne. Je pense que la bonne ligne, c'est celle de Gabriel Attal, qui a une réponse assez simple, compréhensible pour tous les Français. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale représentent l'arc républicain. Ouais. Gabriel Attal, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Gabriel Attal qui a dit... Monsieur Bardella, oui. Oui, Gabriel Attal qui dit que l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Emmanuel Macron qui dit ce matin un peu le contraire. Blablabla, vous savez, ça s'appelle les injonctions paradoxales. C'est une grande stratégie de la Macronie. C'est de nous rendre fous. Donc je pense qu'il faut... J'aimerais tellement que Emmanuel Macron soit capable de dire la même chose quand il parle à Yves Tréhard au Figaro que quand il parle à l'humanité. Enfin, il ne sait plus où il crèche. Enfin, surtout, il ne faut pas essayer de... Surtout, il ne faut pas essayer de suivre la sinuosité en figurique de sa pensée. Je vous rappelle que Gabriel Attal a eu cette réponse. Je vous rappelle que Emmanuel Macron est le premier à utiliser les mots qui sont dans le vocabulaire de l'extrême droite. La décivilisation, c'est lui qui en parle. C'est lui qui appelle Éric Zemmour quand il se fait un peu secouer dans la rue et qu'il fait savoir... je ne suis pas pour qu'on secoue Éric Zemmour dans la rue, bien sûr. C'est lui qui envoie tous ces signaux. C'est lui qui envoie tous ces clins d'œil. C'est lui qui envoie ces signaux faibles à l'extrême droite. C'est lui qui fait une coproduction de la loi immigration avec les Républicains qui eux-mêmes coproduisent avec le Rassemblement national. C'est Emmanuel Macron. Les gens de gauche comme moi, imaginez, alors les gens peuvent être déçus, mais imaginez la gauche, Grosjean comme par devant et par deux fois. Voilà un jeune homme qui devait barrer le Rassemblement national. Voilà un jeune homme bis 2022 qui devait barrer le Rassemblement national. Tout ça est de la manipulation, comment dirais-je. Je pense que Emmanuel Macron est perdu, en réalité, sous ses airs un peu matamor et bravache. Je pense qu'il ne sait plus du tout dans quelle direction aller, parce que, je ne sais pas si Yves sera d'accord, mon sentiment, c'est que sa grande capacité est toujours d'enjamber les élections. C'est un enjambeur, Emmanuel Macron. Il enjambe les municipales. La seule chose, c'est la présidentielle, et être gentil avec la gauche le soir du premier tour pour que, surtout, elle revienne voter pour lui le 15 jours suivants. Donc, ça marche à chaque fois. La gauche, elle est très... Mais là, c'est quand même un signal qu'il envoie à la gauche en donnant pour la première fois une interview dans l'Humanité. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un à gauche qui se marre pas et qui se bidonne pas en lisant l'interview d'Emmanuel Macron dans l'Humanité? Sérieusement. Il faut quand même être un peu sérieux. Il a perdu, malheureusement pour lui, parce qu'il avait des qualités, il a perdu ce crédit. Après, je sais bien que c'est un enjambeur, mais aucun exécutif, dans la fragilité de majorité dans laquelle il est, ne pourra se remettre de 10 points d'écart avec la liste du Rassemblement national le 9 juin. C'est ça qu'il cherche à faire ce matin, à relancer le duel justement avec le Rassemblement national en vue des européennes. Et on peut le relancer, vous savez, je veux dire, c'est une histoire sans fin. Enfin, je veux dire, c'est un running gag en réalité. Je relance la lutte contre le Rassemblement national, j'organise le duel. Yves et moi, sur d'autres chaînes, combien avons-nous de fois commenté le face-à-face? Mais tout le monde s'en fout du face-à-face. Il y a plutôt un côte-à-côte. C'est ça que les gens pensent. Il ne cherche pas, parce que là, il cible vraiment le Rassemblement national dans cette interview. Oui, mais justement... Il ne cherche pas à installer le duel. On est à 4 mois des européennes. Il ne cherche pas à installer le duel. Oui, mais il l'installe très mal. Parce que c'est vrai, moi, je suis d'accord avec Françoise, les gens s'en moquent complètement. D'abord, ceux qui lisent l'Humanité, vous pensez bien que, quels que soient les propos que vous tenez sur le Rassemblement national, c'est pas leur tasse de thé, quoi. Donc, même si énormément d'anciens communistes, maintenant, votent Rassemblement national. Mais... c'est un propos qui est incompréhensible. C'est vrai qu'il gagnerait à avoir davantage de constance.
Mais c'est pas nouveau, ça. Hein, ça a toujours été le cas. Vous vous souvenez qu'il n'y avait pas de culture française, et puis finalement, il y en avait une. Le crime contre l'humanité, qui était celle de la colonisation française en Algérie, puis finalement, non, c'est peut-être pas tout à fait ça. Enfin bon, c'est un homme de contradiction. C'est un homme... C'est contradiction ou c'est un manque d'idéologie, un manque de colonne vertébrale? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunisme aussi, et c'est que ça dépend beaucoup de son interlocuteur. Je pense que c'est quelqu'un qui sait raisonner, qui sait évidemment réfléchir, qui était quand même d'un très grand niveau intellectuel, mais il est très opportuniste dans ses postures. Et c'est dommage parce qu'à mon avis, ça lui joue des tours. Et puis effectivement, deux manières de réinstaller ce duel avec le Rassemblement national. Il y a la manière de la campagne présidentielle de 2022 où il était assez haut et donc là, il avait intérêt à ce que le Rassemblement national monte pour avoir ce duel au second tour. Et là, il y a cette manière de la campagne des européennes où il est très bas avec des sondages à 16-17% pour la majorité présidentielle. Et donc là, il ressort la vieille stratégie de la diabolisation du Rassemblement national, mais pas sûr que cette vieille recette fonctionne. Ouais. Ça fonctionne plus. Et est-ce qu'au contraire, ça ne fera pas le jeu du Rassemblement national de les victimiser et de les diaboliser? À partir de maintenant, à partir du moment où il y a tellement de contradictions, je suis d'accord avec Yves sur le corsetage intellectuel d'Emmanuel Macron. Je pense aussi que c'est une stratégie ordre contre ordre des ordres. C'est une stratégie, c'est une manière de gouverner. Hein. C'est une façon véritablement d'embrouiller les cartes. Vous savez, Emmanuel Macron, sous ses airs très différents, c'est vraiment quand même l'enfant naturel de François Hollande. Hein. Il fait du bonneteau tout le temps. Alors, il a une autre allure, une apparence beaucoup plus conquérante, etc. Mais ça ressort du même principe. Hein. Par ici, je t'embrouille, en réalité. Et donc, voilà. Là, cette fois-ci, je pense que le problème, c'est qu'est-ce qu'on voit des ressorts dans l'opinion, dans les sondages, dans ce qu'on regarde? Est-ce qu'il y a des ressorts? Emmanuel Macron, en 2019, il a réussi à tous nous enfumer avec son grand débat. Hein, vous vous souvenez, on passait des heures à commenter les bras de chemise, il est en sueur, merveilleux, sans notes, blablabla. Enfin, aussi, les médias, on a une part de responsabilité dans ce grand cirque médiatique, cette grande entreprise quasiment propagandiste. Hein. Mais 2019, il a utilisé le grand débat pour faire sa campagne et revenir dans les clous de Jordan Bardella et quasiment faire jeu égal le soir. Hein. Mais ça, c'est... J'espère qu'il n'y a pas un grand débat qui est programmé, parce qu'on va tous devenir fous. Non, blague à part, où sont les leviers? Plus personne ne croit à son fantasme, à ce fantasme d'un Emmanuel Macron qui serait le rempart du Rassemblement national. Plus personne, je pense. Et vous le rappelez, Françoise, il y a 10 points d'écart dans les sondages entre la liste de la majorité présidentielle, qui n'a pas de chef de file, et Jordan Bardella, qui a vu hier le ralliement de l'ancien patron de Frontex. Est-ce que, du coup, le match est plié pour les Européennes? Je ne sais pas s'il est plié. Un match n'est jamais plié. En tout cas, ce sera très difficile. Mais je pense que c'est un coup très dur, symboliquement. Fabrice Légéry je ne sais pas quelles sont les conditions de son départ de Frontex. Je pense que c'est pas aussi clair. C'est pas le type qui est parti, le chevalier blanc, en disant je pars car je ne peux pas faire. Je crois qu'il y avait autre chose. On explique qu'il y avait un peu de management toxique, etc. Bon. En tout cas, c'est un coup très dur, je pense. Il va falloir le digérer. Il est haut fonctionnaire, normalien, nommé par Bernard Cazeneuve en 2015. Ouais. Normalement, il aurait dû aller sur la liste des Républicains, ce monsieur. Il avait besoin d'un choix sûr, mais normalement, c'était les Républicains, et c'est dire le peu d'attractivité des Républicains. Rapidement, Yves. Qui ont engrangé hier le soutien d'une agricultrice, qui sera numéro 2 de la liste derrière François-Xavier Bellamy, les Républicains. Oui, certes, mais c'est vrai que c'est une belle prise pour le Rassemblement national. Ouais. En plus, on n'a pas l'habitude de voir... un haut fonctionnaire d'une institution internationale rejoindre le Rassemblement national. Ça a de la gueule, je dirais, pour eux, pour le Rassemblement national. Je suis d'accord avec Françoise. Il aurait dû soit rallier les Républicains, peut-être la majorité présidentielle. Ouais. Et c'est vraiment pour le Rassemblement national une carte supplémentaire qui entre en jeu et dans le cadre des élections européennes qui peut être très importante. On en reparlera. Merci beaucoup pour ce débat. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Mais partagez, vous restez avec nous. Regarde ce qu'est la une de la presse régionale.
Et Alex, on commence par la une de la Provence et c'est le retour de la colère des agriculteurs. Et oui, à quelques jours du Salon international de l'agriculture qui commencera samedi, et ce sera d'ailleurs à suivre pendant tout le salon sur Public Sénat, les agriculteurs se mobilisent à nouveau dans le pays, dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils ont choisi Marseille pour faire leur retour sur les routes aujourd'hui. Et les agriculteurs avaient été satisfaits par les annonces de Gabriel Attal pour calmer leur colère, mais ils estiment que ces mesures mettent trop de temps à être appliquées. Le président des jeunes agriculteurs de la région PACA prend un exemple, je le cite, les contrôles qui devaient s'accroître dans le cadre de la loi Egalim sur les négociations commerciales avec la grande distribution et avec l'industrie restent peu nombreux et les entreprises qui devraient être sanctionnées pour de ne pas l'avoir respecté ne le sont pas. Et malgré les difficultés du métier, certains font le choix de se lancer dans l'agriculture. Oui, la Voix du Nord fait le portrait de ces jeunes agriculteurs qui ont fait le choix de s'installer. Alors il y a souvent en fait un héritage familial qui donne confiance et qui facilite les choses, comme pour Célestin, 23 ans, qui va reprendre une partie de l'exploitation de son père, 70 hectares de polyculture, et qui travaillera à côté de la parcelle de son frère, donc près d'Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais. Certains jeunes préparent même cette installation des années avant la reprise de l'exploitation familiale. C'est le cas d'Anatole, 18 ans, qui est en BTS et qui sait déjà qu'il va reprendre l'élevage de ses parents dans 5-6 ans, avec déjà la tête sur les épaules. À 18 ans, je le cite, « Je vois à quel point il faut être sérieux dans la gestion, dans ce métier, ne pas faire d'investissement considérable et surtout croire en sa profession. » Service d'accès aux soins expérimenté dans les Ardennes. Et oui, c'est à la une de l'Union. Dans les Ardennes, les patients qui n'arrivent pas à obtenir un rendez-vous avec un médecin généraliste peuvent appeler le 15 et un rendez-vous avec un autre médecin leur est affecté. Alors c'est un dispositif qui fonctionne plutôt bien. Dans le sud des Ardennes, depuis un an, 78% des appels ont abouti au final à un rendez-vous médical. Cela permet de désengorger les urgences et ce système de SAS, de service d'accès aux soins, va être généralisé cet été. Ça faisait partie des annonces de Gabriel Attal qui n'exclut pas de rétablir les obligations de garde pour les médecins généralistes s'ils ne jouent pas ne jouent pas le jeu de ce nouveau dispositif. Allez, rapidement pour vous faire plaisir, Alex. Allez, à la une du Télégramme, la victoire de Brest contre l'Olympique de Marseille. Bravo, et Brest, moi aussi, j'adore le foot. Et Brest qui arrive à la deuxième place du championnat de France. Incroyable deuxième, titre le journal Le Télégramme. Et l'entraîneur marseillais estime que son équipe a touché le fond. Désolé, il y a trop de supporters bretons autour de ce plateau. Mais le foot, vive le foot. Mais oui, merci beaucoup Françoise de Gois. Merci Yves Tréhard. La une, on en a parlé de ce thème, la patte de croissance contre le gouvernement aux économies. C'est à la une du Figaro. Merci Alex Le Breton. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain. Ils ont fini à 10 en plus. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires.